Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Alors aujourd'hui, juste pour information, c'est le Memorial Day aux États-Unis, donc le marché action est fermé. Cependant, les marchés du futur sont ouverts temporairement, donc là actuellement je me trouve sur le S&P 500, donc on risque pas d'avoir beaucoup de volume pour aujourd'hui. Mais bon, on va regarder un petit peu au niveau de l'indice principal du S&P 500. Donc si je reviens par rapport à la semaine dernière, juste pour préciser, la semaine dernière, j'avais parlé de cette ligne ici comme une ligne un peu médiane, dans le sens où c'est une ligne centrale, où le prix oscille en haut et en bas en descendant. Donc marché toujours baissier étant donné que nous avons des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas. Cependant, ça oscille autour de cette ligne médiane. C'est pas une médiane précise hein, puisque je l'ai faite bien évidemment manuellement, mais ça donne à peu près un ordre d'idée. Donc la semaine dernière, je disais que effectivement comme on s'était écarté de cette ligne médiane là, on aurait potentiellement donc un retracement étant donné que une baisse c'est pas forcément linéaire, c'est-à-dire que ça va pas descendre d'un coup, ça va osciller comme dans une hausse où on a des replis, comme on peut constater. Hein. Vous savez, si vous avez des replis comme ici, 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 voilà, c'est pas linéaire, hein, on a des replis et c'est tout à fait logique. Donc ça, c'était toujours ma petite précision. Alors c'est vrai qu'au niveau du sentiment, le sentiment a été extrêmement négatif. Donc ça rajoute le fait que on ait plus de potentiel de retracer vers la ligne centrale, étant donné qu'en plus de ça, le sentiment est négatif. Cependant, au niveau de la grosse photo, pour moi, ça n'a pas forcément changé. La narrative au niveau de la Fed n'a pas changé. L'inflation est toujours présente. D'ailleurs, si on constate au niveau des commodités, donc l'indice des commodités, on a même terminé, vous voyez, au niveau de la semaine, on a terminé sur un plus haut. Donc pour moi, potentiellement, l'inflation est sticky, donc l'inflation reste élevée et potentiellement, c'est pas forcément, on n'a pas forcément passé le pic. Hein. Quand je vois ces structures-là au niveau des commodités, donc les commodités qui sont les matières premières qui sont généralement ce qui précède, ce qui crée un petit peu l'inflation, l'augmentation des prix. Donc là, on peut constater que c'est toujours haussier. Donc l'inflation va persister. La Fed, est-ce qu'elle est assez agressive? Selon moi, non, bien évidemment. Alors là, on a temporairement, comme je dis, un repli parce que, déjà pour plusieurs raisons, on a eu effectivement le sentiment qui est négatif, un sentiment extrêmement négatif. Autre chose aussi, c'est que sur les médias, donc à la TV, vous avez certainement vu le bear market officialisé. Donc ça aussi, généralement, quand on a ce genre de nouvelles, il y a un rebond par rapport à ça. Alors c'est vrai qu'un bear market, la théorie vraiment de base, c'est qu'un bear market, ça se forme après 20% de baisse, pardon. Et, et donc après 20% de baisse, ça c'est la théorie pour dire que c'est un bear market. Après, beaucoup dans le passé, au bout de 20%, souvent on a rebondi et puis peut-être fait des nouveaux plus hauts. Cependant, là actuellement, pour moi, le contexte n'est pas forcément le même. Pour moi, le bear market peut continuer. Donc oui, là à court terme, on a le rebond, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe de reprise. C'est-à-dire qu'on a toujours un fort ralentissement de la croissance. Hein, on va pas enlever ça. On a toujours quoi aussi? On a toujours de l'inflation qui est quand même élevée. Inflation toujours élevée, ça n'a toujours pas changé. Et vu les commodités, pour l'instant, on ne voit pas comment dire, de changement à ce niveau-là. Hein. On a aussi le sentiment du consommateur qui est quand même au plus bas. Alors, on va juste regarder un petit peu vite fait. Hop. Vous voyez ici, par exemple, l'indice du sentiment du consommateur est sur une moyenne de 3 mois est quand même très bas. Alors oui, généralement, quand on a ça, généralement, on est déjà en processus d'être en récession. Vous voyez ici quand c'est bas. Là, actuellement, ce qui maintient, c'est qu'on a le taux d'emploi qui est très serré, c'est-à-dire que on n'a pas forcément de chômage qui maintient donc actuellement l'économie, hein, puisque si on aurait un peu plus de chômage, le taux de non-emploi qui augmenterait, probablement que là on serait pleinement dans la récession, mais là pour l'instant c'est ce qui maintient. Cependant, l'inflation reste quand même très élevée, ce qui fait que le sentiment est très négatif, ça on peut le constater. Mais ce n'est pas juste ça. Oui, il y a l'inflation qui est négative, mais on peut voir que le taux d'épargne, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on peut mettre de côté, aujourd'hui est vraiment, vous voyez, sur des niveaux très bas.
Donc oui, là, il y a eu un taux d'épargne extrêmement élevé pendant le Covid où les gens ont mis beaucoup d'argent de côté. Et aujourd'hui, bah, le taux, vraiment le taux d'épargne personnelle est vraiment au plus bas depuis même l'époque de Lehman Brothers, je crois, un truc comme ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas de liquidité chez les ménages. Il n'y a vraiment pas, on peut voir qu'il n'y a pas de liquidité. On peut voir aussi, je l'avais précisé précédemment, je ne vais pas revenir dessus, mais qu'il y a une augmentation d'utilisation des cartes de crédit qui est quand même très importante aux États-Unis, notamment avec des taux d'intérêt de 20% en moyenne, c'est quand même beaucoup. Donc ça, c'est pas des éléments qui sont négligeables à prendre en compte parce que ça démontre un peu moins de liquidité en place. Donc c'est pour ça qu'on a le sentiment du consommateur qui est très négatif parce que eux, ils le voient dans leur portefeuille qu'à la fin du mois, c'est difficile avec l'inflation. Et l'inflation actuellement, elle n'est pas là non plus pour disparaître demain. Aussi, autre élément, c'est qu'on a vu le ralentissement de la croissance, mais une forte contraction au premier trimestre 2022, mais aussi on a une baisse vraiment des earnings, donc des résultats financiers au niveau des États-Unis. Donc là, par exemple, si je vais sur ce... Ah, non, c'était celui-là. Là, on peut voir que vous avez une baisse considérable au niveau des profits qui sont tombés depuis la dernière récession qui était ici, donc en 2020. Là, on a eu vraiment une baisse considérable des profits, des earnings, des résultats. Donc ça, c'est bien évidemment, c'est certainement l'inflation qui impacte les résultats. Mais en plus de ça, on n'a même pas forcément commencé ce qu'on appelle, ben là ça va commencer au mois de juin, le quantitative tightening, c'est-à-dire qu'on va retirer, la Fed va retirer de l'argent, comment dire, des liquidités du système financier. Donc là, on n'a même pas commencé ça, qu'on a déjà une baisse considérable au niveau des résultats corporatifs. Donc vous imaginez bien que c'est pas forcément quelque chose, retirer de l'argent des systèmes financiers ne va pas forcément arranger cette situation-là. Sachant qu'en plus, nous n'avons pas une croissance assez importante pour justement absorber comment dire, ce genre d'action-là. Donc voilà, ça, pour moi, ce ne sont pas forcément des choses où il est bon d'être pleinement investi. Je ne suis pas là en train de donner des conseils, c'est pas mon rôle, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, c'est pas là où j'aimerais être pleinement investi. Être investi, c'est une chose, mais pleinement investi, c'est une autre chose. Et là, c'est pas forcément les meilleures conditions selon moi. Donc ça, c'était une petite parenthèse que même d'ailleurs je peux constater, vous voyez, au niveau de l'inflation. Donc là, vous avez en rouge, par exemple, le CPI, comment dire, l'indice du prix de consommation. Et en vert, vous avez le taux directeur de la Fed. Donc vous voyez que normalement, dans le passé, ce qu'on veut, c'est que ben, le taux de la Fed rattrape généralement comment dire, le CPI. Donc là, on voit que le taux de la Fed, on n'arrive même pas à le voir d'ailleurs, hein, il faut vraiment zoomer là. Il est tout petit ici, mais il n'arrive pas à, vous voyez, là, il y a une espèce d'écart qui est quand même très, très, très important. Donc la Fed est vraiment derrière la courbe, actuellement vraiment très en arrière derrière la courbe, et l'inflation, elle persiste. Donc là, la Fed, elle se dit, comment dire, confiante, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, justement, on va regarder, elle avait sorti quelque chose comme quoi elle se dit confiante et par rapport, ça sera pas bien long, excusez-moi, hein. Voilà. Donc, elle se dit qu'elle en a fait déjà bien assez au niveau, au niveau de ses actions, mais moi je suis désolée, ce graphique-là, c'est significatif qu'il n'y a rien qui est fait assez. On voit que la courbe, elle maintient en haut, on voit que justement les commodités maintiennent aussi en haut et on fait un nouveau plus haut, donc je ne pense pas que l'inflation va faire un plus bas pour les prochains chiffres, ou comment dire, une baisse pour pour les prochains chiffres de l'inflation. Quand je vois les commodités par exemple. Et on peut voir que dans le passé, normalement, pour essayer de contrôler au mieux l'inflation, on essaie d'augmenter les taux vraiment au-dessus de l'inflation. Vous voyez, un petit peu comme ce qui s'est passé en 70, sauf qu'on n'est pas comme en 70, hein, vraiment pas dans la même situation, même si on est dans un environnement inflationniste, mais on n'est pas exactement dans la même situation que 70, puisque à cette époque-là, ils pouvaient se permettre d'augmenter les taux. Pour la simple et bonne raison parce que ben, la dette n'était pas à son paroxysme comme aujourd'hui par exemple. On n'était pas sur des niveaux de dette extrêmement élevés, donc il y avait la possibilité de pouvoir essayer d'augmenter les taux au-dessus du taux d'inflation. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on ne pourra pas augmenter probablement pas les taux au-dessus de l'inflation, sinon ce serait vraiment très problématique. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un écart qui est quand même toujours
considérable et que selon moi, c'est l'inflation qui va tuer l'inflation. C'est-à-dire que oui, l'inflation va tuer la demande à un moment donné, beaucoup plus que ce qu'on le pense, sans forcément que la Fed augmente ses taux genre à 8%. À un moment donné, quand on voit le sentiment des consommateurs, ce qu'il leur reste à la fin du mois, euh, quand on voit l'augmentation des cartes de crédit et tout, pour moi, il n'y aura pas forcément comment dire, c'est, la Fed, elle, à la vitesse où elle est en train justement de prendre action, elle ne prendra pas action assez vite. Cependant, ce qu'elle fait, ce n'est pas assez selon moi. Et de toute manière, j'ai des doutes sur le soft landing justement à cause de ça, parce que déjà, elle n'est pas assez. Et puis de deux, je pense que si l'inflation reste aussi élevée et aussi perchée, ça va elle-même détruire la demande. Donc à un moment donné, on ne pourra plus, quand on a loadé les cartes de crédit, qu'on n'arrive plus à mettre de côté ou autre, à un moment donné, on n'arrive plus à consommer. Donc ça se résulte bien évidemment sur les chiffres des entreprises, hein, comme on l'a précisé précédemment. Et donc voilà. Donc ma photo globale, elle n'a pas changé. Elle reste un petit peu la même à ce niveau-là. Donc là, ce qui se passe, je vais revenir sur les futurs. Hop. Donc comme je disais la semaine dernière, hein, probabilité même peut-être même d'aller jusqu'à 4289, hein, c'est ce que j'expliquais. Donc là, on va commencer à être au-dessus de la médiane ici. Donc voilà, donc ça, il faut le prendre en compte. C'est vrai qu'on n'a pas eu de capitulation, on n'a pas eu de phénomène, comme on peut voir, de pic sur le VIX, donc pas de capitulation non plus. La structure du VIX reste la même pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a une tendance sur la structure du VIX, donc c'est beau d'acheter les dips, mais il faut faire attention parce que à un moment donné, il y aura peut-être potentiellement un autre dip où ça sera pas forcément, on sera plus sauvable. Donc là, on peut voir que la structure du VIX ne démontre pas qu'il n'y a pas pour l'instant un changement. Il faudrait vraiment casser cette tendance-là, avoir d'autres narratives, peut-être une accélération de croissance, peut-être la Fed qui va acter plusieurs choses qui peuvent être positives. Mais pour l'instant, sur la photo globale, on peut voir que le VIX est en tendance. Donc là, oui, potentiellement, il peut aller peut-être vers tester vers ici, vers le bas de la trendline qui se trouve ici. Cependant, comme j'expliquais, cette structure-là, elle est un petit peu la même que en 2008. Hein. Si je reviens, hop, vous voyez, structure en tendance avant ce qui s'est passé en 2008, avant vraiment d'avoir le phénomène avec Lehman Brothers ici qui est arrivé. Donc là, on avait un VIX en tendance, donc l'indice de la peur en tendance. Et là, actuellement, on a approximativement la même chose. Donc, il faut faire attention parce que ça, c'est en 2008, c'était en 2007-2008, le marché baissier a été long, très long. Et puis là, c'est pareil, on n'a pas fait de nouveau plus haut depuis 7 mois. Et le marché est en baisse, stagne depuis 7 mois. Donc, on est aussi un peu dans la même structure, c'est long. Mais les choses pour l'instant ne s'améliorent pas. L'inflation ne baisse pas. Donc, déjà, il n'y a pas d'élément actuellement qui me fait dire de changer d'avis. À part le sentiment à court terme, oui, qui est extrêmement négatif. Alors moi, de nature, normalement, je suis contrarienne, hein, 80% du temps. Sauf que là, actuellement, quand je prends le contexte environnemental, je suis contrarienne, mais je fais attention. Parce que je sais très bien que la situation actuelle, oui, c'est bien beau d'être contrarien, d'aller acheter les extrêmes fear, par exemple, chaque dip, chaque extrême peur. Cependant, dans des marchés baissiers, ça peut persister aussi très longtemps et puis ça peut revenir dans l'extrême fear très rapidement puisque le contexte actuel n'est pas forcément très favorable à tout. Donc voilà. Donc c'est pour ça que généralement, par exemple, lorsqu'on dit qu'il faut investir lorsque le VIX est au-dessus de 30, oui, ça arrive dans des récurrences fréquences de soit 80-89% du temps, ben, les performances sous un an vont être vraiment bien. Mais cependant, il y a un 20% ou ce qu'on appelle un tel risque, c'est-à-dire qu'il y a un risque que ça maintienne au-dessus de 30 plus longtemps que prévu et que le marché soit baissé plus longtemps que prévu et que donc ça ne remonte pas pour faire des performances de suite. Donc voilà, donc il faut toujours prendre tous ces éléments-là en compte. D'ailleurs, si on regarde un petit peu au niveau du taux marché obligation, donc lui c'est pareil, j'avais tracé, vous voyez, une petite ligne centrale médiane, donc je suis sur le taux 10 ans. Donc là, on peut voir qu'à chaque fois, ça a été, ça a été une résistance très importante ici. Donc là, la résistance se fait aussi parce qu'il faut savoir que là, on est quand même loin aussi. On a un écart, vous voyez, un peu comme en mars 2021. On a un écart par rapport à la ligne centrale qui est quand même très importante.
Cependant, là, on n'a pas forcément un changement de tendance à moyen terme qui a été fait. Oui, à court terme, on est baissier sur les taux, donc là, on a un retrancement vers la ligne centrale. Mais il se peut que si les commodités, elles, montent et continuent de monter, les taux vont reprendre aussi à monter. Et là, on va faire pression beaucoup plus encore sur les marchés et d'autant plus sur le Nasdaq qui lui est beaucoup plus sensible justement par rapport au taux. Donc là on retrace tranquillement, hein. On a le petit rebond, le petit repli, mais cependant pour moi c'est pas forcément tout à fait terminé à ce niveau-là. Au niveau du BTC c'est exactement la même chose que un petit peu, je dirais que le Nasdaq. Pour l'instant déjà on a cassé cette moyenne ici qui est quand même très importante. Pardon, pas cette moyenne, mais ce support qui est quand même très important. Donc déjà, ça c'est une chose. Et aussi, comme je l'avais expliqué, c'est que les bear markets, généralement dans le passé, alors le passé ne se répète pas forcément, mais quand même, il faut le prendre en compte. On peut voir que les bear markets, à chaque fois, se sont répétés sur les mêmes niveaux lorsque le taux US 10 ans est aussi sur les mêmes niveaux. Donc voilà, à chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça que actuellement le Bitcoin n'est pas forcément l'actif le plus favorable puisque nous sommes toujours en situation de risk-off et que dans les situations risk-off, les actifs plus spéculatifs prennent plus cher. Donc voilà, donc c'était une petite parenthèse pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et nous, on se retrouve donc la semaine dimanche, comme d'habitude. Donc voilà, bonne journée!